Le nord de l'Algérie, ravagé par de dramatiques incendies. Le bilan est très lourd, au moins 69 victimes, notamment ici en Kabylie. Parmi elles, 28 militaires qui sont morts après avoir réussi à sauver des flammes plus d'une centaine d'habitants dans les montagnes de Béjaïa et Tizi Ouzou. Nous avons vu le feu ce matin de loin et en 2 minutes, il est arrivé ici. Incroyable. Les autorités parlent de plus de 70 feux qui ne peuvent donc être, selon elles, que d'origine criminelle. Des feux attisés par le vent et par la canicule qui sévit dans le pays. En 20 minutes, il ne restait plus rien de ce village. Toute la population a été évacuée vers la mosquée avec les femmes et les enfants. Et le reste des habitants était piégé ici. Certains ont commencé à pleurer, d'autres à crier et à supplier, comme si c'était la fin du monde. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Face à l'ampleur du désastre, la population exhorte le gouvernement à demander de l'aide internationale, notamment l'envoi d'avions anti-incendie, car l'Algérie n'en a aucun. L'Union européenne et la France ont affrété plusieurs appareils. La France ou la diaspora algérienne et des ONG se mobilisent également pour envoyer du matériel aux zones sinistrées. La Tunisie voisine fait face aussi à une vague de chaleur extrême avec des températures jusqu'à 15 degrés au-dessus des normales saisonnières. Le thermomètre a grimpé jusqu'à 49 degrés mardi, un record absolu. Pendant ce temps-là, le Soudan, lui, est sous l'eau. Des pluies torrentielles se sont abattues notamment sur le sud-est du pays et ici sur la capitale Khartoum. Des milliers d'habitations sont touchées. Ces incendies et ces inondations frappent l'Afrique au moment où les experts climat de l'ONU sortent un nouveau rapport alarmant sur le réchauffement de la planète et la multiplication à venir d'événements climatiques extrêmes. En même temps qu'un record de chaleur, la Tunisie doit faire face à un pic épidémique. Frappée de plein fouet par le variant Delta, elle a organisé dimanche une journée de vaccination marathon contre le Covid-19 qui a déjà fait plus de 20 000 morts dans le pays, un chiffre qui a plus que doublé depuis mars. Ça fait longtemps que j'attends, depuis mars. Et Dieu merci, il y a cette journée portes ouvertes. Je suis vacciné et j'espère que Dieu nous protégera. Cette journée a été décidée par le président Kais Saied après que le pays a reçu plus de 6 millions de doses en provenance de pays arabes et occidentaux. Celui qui s'est octroyé les pleins pouvoirs fin juillet n'a toujours pas désigné de Premier ministre, mais il a nommé un ministre de la Santé, Ali Merabet, qui va avoir la lourde tâche de gérer cette grave crise sanitaire. Qui sera le prochain président de la Zambie? Pour le sortant, la question ne se pose même pas. Je ne serai pas dans la course si nous ne gagnions pas. Nous sommes l'équipe gagnante. En tout, 16 candidats sont en lice, mais tout va se jouer à nouveau entre Edgar Lungu et son rival de toujours, l'homme d'affaires autodidacte Hakainde Hichilema. Le scrutin pourrait être plus serré qu'en 2016, car la situation économique de la Zambie s'est dégradée depuis. Cette situation ne peut être redressée qu'en mettant en place un gouvernement compétent, un gouvernement visionnaire. L'opposition a surtout fait campagne dans les townships où les habitants sont les premières victimes de l'inflation et de la dette qui plombe l'économie d'un pays pourtant riche en cuivre. Le président Lungu est accusé d'avoir emprunté à tour de bras pour financer des projets d'infrastructure tape à l'œil. Quelques incidents ont émaillé la campagne, incitant le chef de l'État à déployer l'armée, une mesure aussitôt dénoncée par l'opposition comme de l'intimidation. Monter sur un podium au JO, du jamais vu pour le Burkina Faso. Autant dire que le pays a accueilli en héros celui qui revient de Tokyo avec une médaille de bronze au triple saut. Tout le peuple y a cru et tout le peuple m'a apporté son soutien. J'ai reçu aucun commentaire négatif par rapport à ce rêve-là et ce rêve est devenu réalité. Nous avons la première médaille olympique du Burkina Faso. Le compteur est ouvert et je sais que moi et les générations futures peut-être marqueront encore plus le pas dans d'autres échéances à venir. Hugues Fabrice Zongo affiche clairement son ambition, une médaille d'or aux Jeux de Paris en 2024. Retour triomphal également pour Christine Boma, première femme namibienne médaillée olympique.
À seulement 18 ans, elle a remporté l'argent sur le 200 mètres et a eu droit à un défilé de la victoire à Windhoek. Avant elle, seul le sprinter Frankie Fredericks avait fait briller la Namibie au JO dans les années 90. Je me sens fière d'être namibienne et fière de rapporter la médaille d'argent au pays des braves. Ibrahim Dabale Loubak est né ici à Abourma, au nord de Djibouti. Ce désert rocailleux et aride abrite un trésor préhistorique de plus de 70 siècles, l'un des plus importants sites d'art rupestre de la Corne de l'Afrique. 900 panneaux se succèdent sur plus de 3 kilomètres. Je connais cet endroit depuis mon enfance. J'ai toujours vécu ici. Je connais chaque pierre, chaque recoin. Ce site est connu par les Afars depuis des millénaires. Ce peuple traditionnellement nomade vit dans cette région à la frontière de Djibouti, de l'Érythrée et de l'Éthiopie. Depuis son enfance, Ibrahim entend parler de ses gravures. On n'est pas les premiers à avoir découvert le lieu. Nos grands-pères l'ont raconté à nos pères, puis nos pères nous l'ont raconté. C'est une connaissance qui se transmet de père en fils, et aujourd'hui, nous connaissons tous ce lieu. Connu des nomades mais pas du grand public, en 2005, Ibrahim accompagne un archéologue français sur les lieux, le premier à faire une étude scientifique. Pour trouver les gravures, il faut faire 6 heures de route au départ de la capitale Djibouti et plus d'1 heure de marche. On est un peu écarté de la civilisation, tu vois. Donc on est dans le préhistoire, on vit les préhistoires. Donc ici, dans le massif de Makarassou à Abourma, on découvre le gravure de rupestre. Certains gravures de rupestre, ça date depuis 6000 ans avant notre ère. Les dessins représentent des chasseurs, des girafes, des tortues ou encore des bœufs, des animaux qui n'existent plus à Djibouti aujourd'hui, où le climat s'est réchauffé il y a plusieurs milliers d'années. Non. Aujourd'hui, c'est la cimetière pour ça, on peut dire, parce qu'on n'en a plus. Donc, à l'époque, ils vivaient ici. Préserver ce site archéologique est primordial, mais les systèmes de protection sont quasi inexistants. Aujourd'hui, Abourma n'a ni barrière ni guichet d'entrée et le site est très peu visité par les touristes, trop difficile d'accès. Le seul gardien du lieu est Ibrahim, payé par le gouvernement djiboutien pour s'assurer que personne ne vole ses blocs.